Le Népal est un petit pays himalayen qui se situe entre l'Inde et le Tibet et compte 29 millions d'habitants. C'est un des pays les plus pauvres au monde. Le canton de Rigaon, qui comprend 27 villages, est très isolé. Cette région, qui se trouve à 70 km au nord-ouest de Katmandou, est aussi l'une des plus défavorisées. La majorité de la population est tamang, d'origine tibétaine, et vit à une altitude moyenne de 1500 mètres. Ce peuple est toujours très accueillant et souriant. Nous vivons de vrais moments de partage. Le 24 avril, à la veille du séisme, nous passons une belle journée à l'occasion de l'inauguration de l'école secondaire de Rigaon. Un événement tant attendu qui a demandé 4 ans d'efforts pour construire l'édifice. Nous partageons ce jour de fête avec les villageois, dont les danses locales, les rires et leur gentillesse naturelle nous ont apporté un grand bonheur réciproque. Namasté, Monaco Aide et Présence, la Croix-Rouge monégasque et l'ACFN œuvrent pour améliorer les conditions de vie des Népalais et s'engagent dans le domaine de la scolarité, qui est la priorité de ce peuple himalayen. Le 25 avril 2015, à 11h56, un tremblement de terre d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter secoue le Népal et les éléments se déchaînent autour de nous. Nous nous trouvons près de l'épicentre, à Rigaon. D'énormes rochers dévalent des montagnes dans de grands panaches de fumée et les glissements de terrain se succèdent sur tous les versants. Sous nos pieds, le sol ondule et se soulève comme un tapis que l'on secoue. Papa, ça va? Nous sommes aveuglés par d'épais nuages de poussière jaune. Le temps reste figé. Après une minute interminable, la poussière se dissipe peu à peu. Puis, les cris retentissent, les pleurs aussi.
suivi des prières et des incantations des Népalais. Il faut agir vite, car nous nous trouvons dans un site très vulnérable, où les rochers peuvent tomber à tout moment. Nous crapahutons en direction d'une zone protégée, suivie des Népalais. Les images s'en ressentent. Une demi-heure plus tard, un second tremblement de terre, encore plus puissant, de 7,9 sur l'échelle de Richter, ébranle de nouveau le sol qui bouge sous nos pieds. Les montagnes déversent des milliers de tonnes de roches. Des craquements sinistres indiquent que les derniers murs des maisons fragilisées s'écroulent. Le tout dans un grand fracas. Ça a bien secoué, hein. Ça a bien secoué, hein. Ah oui. Namasté, Monaco Aide et Présence et la Croix-Rouge monégasque se mobilisent pour leur venir en aide, pour acheminer des tentes, des bâches et des tôles et mettre à l'abri 8000 personnes, dont 2800 enfants. Le 10 juin 2015, je suis de retour au Népal pour effectuer cette mission humanitaire d'urgence, accompagné de Patrice, d'Alain et de Denis, le médecin. Patrice, ça va? Ça va très bien. Hein. On est au pied de départ. Hein. Ouais, là on commence à bouger un peu, c'est bien. Demain, on va commencer la distribution de matériel. Voilà, demain, oui. Et ça va durer 3 jours et ensuite on va aller un peu visiter les villages pour voir un peu comment c'est. Faire un état des lieux. Faire un état des lieux, exactement. Voilà, bravo. Il fait chaud. Nous emmenons avec nous 50 kg de médicaments donnés par Pharmacie Sans Frontières et gérés par Denis. Alors Denis, tu dors à Dading aujourd'hui et demain tu montes sur Rigaon. Voilà, demain sur Rigaon, pour une journée si c'est possible. Et là, tout le matériel est là, donc on est OK pour notre part. Voilà, tu es prêt pour l'action sur Rigaon, pour ta mission. Espérons qu'on arrivera demain soir. Les Népalais vivent des épreuves difficiles, mais une formidable chaîne de solidarité se crée à Monaco et Avignon. Les associations Namasté, Monaco Aide et Présence et la Croix-Rouge monégasque et l'ACFN interviennent en peu de temps. Des mules acheminent les sacs de riz pour les familles. Nous traversons le pont himalayen qui nous permet de traverser facilement la rivière de Langkukola qui alimente toute la vallée et nous montons en direction du village de Koutal. Nous établissons notre campement au-dessus du village de Koutal. Le 11 juin, nous rejoignons le village de Kaharé par la piste, d'où nous assurons la distribution des tôles pour 1250 familles. Elles sont de très bonne qualité et ce seront aussi les toitures de leurs futures maisons. Les villageois de Kitchet sont les premiers arrivés sur place après une longue marche qui leur a demandé 1 à 2 jours d'effort. Il s'agit du village le plus éloigné du canton. Namasté, Monaco Aide et Présence et la Croix-Rouge monégasque sont aux côtés des Népalais en ces moments très difficiles et restent très attachés à ces familles et à leur village. Nous apportons cette première aide importante puisque les tôles vont leur permettre de se mettre à l'abri durant la mousson. Nous continuerons à soutenir ce peuple valeureux et très courageux qui développe de belles valeurs d'entraide et de solidarité. Nous sommes loin de vous au niveau de la distance puisqu'on habite Monaco et la France, mais au niveau du cœur, nous sommes très proches de vous, nous pensons tout le temps en vous.
l'après-midi, des centaines de villageois provenant de plusieurs villages arrivent ensemble pour récupérer leur futur abri. Le comité des 11 se constitue, composé des chefs de village pour travailler avec Kuhlmann, le coordinateur de Rigaon, afin de répertorier 1250 familles. L'organisation est parfaite. Les listings permettent de distribuer équitablement les différents lots de tôle à toute la population des 27 villages, soit 8000 personnes. Jean-Marc, tu signes donc pour Namasté là. Je signe pour Namasté. Donc le registre du district numéro 7. Ils sont aidés par Kacharki et Premrose, qui font un travail remarquable, le tout paraphé par les chefs de village et nous-mêmes. Donc là, on a 200 000 roupies, ce qui représente 1500 roupies par famille, ce qui doit faire quelque chose comme 20 000 euros, je crois. Donc en plus des tôles, ils ont cet argent par famille pour pouvoir acheter les ustensiles, enfin les boulons, tout ce qui leur permettra de faire l'assemblage des tôles, donc de leur toiture pour la mousson. On remet à chaque famille un lot de 18 tôles. Puis, chacun signe en laissant son empreinte prise sur un tampon encreur. La moitié de la population est analphabète. Tous les villageois préparent l'équilibre de leur charge qui va être ardue par une température de 38 degrés sur un itinéraire difficile. Devant nous, une maman qui porte sa lourde charge de tôle s'arrête régulièrement pour allaiter son bébé que lui tend alors l'un de ses enfants. Que dire de ces jeunes femmes dont certaines ont 14 ans et qui portent ces fardeaux sans se plaindre? Car ce sont essentiellement des femmes qui effectuent le portage, les hommes étant minoritaires et souvent âgés. Nous allons voir la famille Bisanti qui nous offre du thé sous leur abri de fortune. Les villageois vivent dans des conditions précaires et ils sont contents de nous voir. Il est important de rester ensemble, de communiquer, de partager ces moments. Chez les Bisanti, il y a beaucoup d'enfants, dont un bébé qui est né le 25 avril, le jour du séisme. La piste, qui continue à subir des glissements de terrain, reste dangereuse et il nous faut observer en permanence les pentes instables au-dessus de nous. La moitié de l'itinéraire s'est affaissée sur la partie en aval, proche de la rivière. «
Après quelques péripéties, la panne du camion 4x4 et le très mauvais état de la piste, nous arrivons à Wieding. L'école du village de Tawal est détruite et en amont de la montagne, d'énormes rochers menacent de tomber. Voilà, on évolue entre les éboulis. Voilà, Patrice qui observe ce qui reste des classes. Il n'y a que les bancs qui sont intacts, hein, Patrice? Ouais, mais comme je me faisais la réflexion tout à l'heure, que heureusement que c'est arrivé un samedi, que c'est arrivé un samedi à midi en plus, parce que là, sinon il y aurait eu des enfants dans les classes si ça avait été dans la journée, un jour de semaine normal. Et là, il y aurait eu beaucoup plus de morts, hein, parce que là, avec tout ce qui est tombé, tout le plafond qui est tombé, ça aurait laissé vraiment beaucoup de blessés, beaucoup de morts, hein, parmi les enfants là. Les associations monégasques ont acheté des tentes en urgence pour que les enfants poursuivent leur scolarité. De nombreuses familles sont restées à proximité, sous les bâches que nous leur avons fournies. À l'approche du village, on traverse des glissements de terrain et on aperçoit les premières maisons détruites qui annoncent le pire. Au loin sur la crête, on aperçoit les premiers réfugiés du village de Tawal. L'accès reste difficile, car ce grand village a été entièrement rasé. On a l'impression, comme pour les autres villages, qu'ils ont subi un bombardement. Elles viennent de sortir de leur cours de Tawal, où elles ont leur cours sous les bâches, comme on l'a vu tout à l'heure. Le constat est terrible. Ils ont tout perdu, des membres de leur famille, leur maison et leur bétail écrasés par les abris. Plus loin, un homme est recroquevillé devant sa maison en ruine. De retour d'un travail effectué en Malaisie, une semaine après la catastrophe, il a découvert toute sa famille enterrée sous les pierres de sa maison. Femme, enfants et sa mère. Depuis une semaine, il est prostré sans comprendre ce qui lui arrive. Tout le village a glissé vers la rivière. Avant le séisme, la rivière était large, mais les deux versants des montagnes qui se font face se sont rapprochés. De larges failles très profondes lacèrent la montagne. Il est impératif que personne n'emprunte cet accès. Toute cette zone est devenue dangereuse. Ce peuple courageux et digne se relèvera, c'est sûr. Mais il faut leur venir en aide. Nous arrivons au village de Duceni où nous faisons le tour de l'école détruite. Je me rappelle de l'inauguration de 2008, inaugurée par MAP, et de ces enfants si heureux de recevoir une éducation dans un bel établissement. Il ne reste plus rien. Voilà l'école de Duceni, qui a été construite grâce à Monaco et des Présences. Et il ne reste plus rien. Les livres et les cahiers des écoliers jonchent les ruines. Quelle tristesse! À l'est du village, 6 tentes de namasté se trouvent en contrebas, où les enfants terminent leur semaine scolaire avant les vacances. Je leur remets les messages de soutien et de solidarité de la part des enfants du cours de Saint-Maur. Le village de Richet est dévasté, mais quelques familles demeurent tout de même sur place. Et Denis, le médecin, s'attelle à les soigner, notamment un patient qui a un pied infecté.
Personne ciseaux. Alors Denis, tu travaillais ici il y a seulement un an dans ce dispensaire. Au mois de février 2014, on avait fait une journée ici avec Sophie Rivière et on avait travaillé une grosse consultation. Les gens jouaient sur cet espace et on consultait toute la journée, bien organisé. Et donc il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde, une très belle consultation, bien organisée, des gens très sympas, que de la joie. Et là tout est rasé, il reste plus rien. Là, c'est triste. Voilà, ils ont installé un campement kitschette avec même un petit terrain de volée. Les camps de réfugiés sont établis dans les alpages, à une altitude comprise entre 2100 et 2300 mètres, où les tôles sont acheminées. Ils sont alimentés par une source à proximité. Certains sites sont difficiles d'accès et pentus. C'est le cas du camp de Kitschette qui sort de la brume. Les Népalais manquent de tout, mais la solidarité demeure leur priorité. Ils ne veulent pas que leurs enfants perdent une année scolaire. C'est la fin des cours et les enfants sortent de l'école provisoire construite avec les planches de la forêt. Nous leur apportons de grandes tentes pour les enfants des 27 villages détruits, soit une par classe. La mobilisation des associations monégasques a permis d'apporter rapidement de l'aide. Malgré les conditions de vie très difficiles, les enfants, comme les adultes, ne se plaignent jamais. Ils s'adaptent. Namasté et Monaco Aide et Présence leur fournissent des vêtements, ainsi que des polaires et des couvertures pour l'hiver. Les enfants, comme toujours, s'occupent des animaux avant d'aller à l'école. À Tawal, un enfant se dandine en écoutant de la musique et met l'ambiance pour ses camarades qui l'applaudissent. L'artisanat reprend doucement avec la confection des dokos, ces paniers typiquement népalais. Les terrains cultivés n'ont subi aucun dommage. Le maïs est très beau cette année, les récoltes seront belles. L'espoir renaît, les rires aussi. Tout le monde contribue à cette entraide, les jeunes comme les plus anciens. Chacun participe au démarrage d'une nouvelle vie, cultiver, reconstruire et partager. Ce peuple très humble et digne se relèvera de cette catastrophe et ses valeurs contribueront à un avenir meilleur. Les gestes de la vie quotidienne reprennent et font plaisir à voir. Ces mamans repartent travailler sur les cultures avec leurs bébés dans leur panier.
Voilà, on est en grand danger là. Le passage est obligatoire. Hein, je voulais passer par la rivière, mais il y a trop de courant, trop de fond. Et je ne voulais pas faire venir les Népalaises avec leur charge traverser cette rivière. Donc on n'a pas le choix, il n'y a que là. Voilà, les villageoises veulent traverser le pont aussi. Elles sont inquiètes vu les éboulements qui se produisent depuis tout à l'heure. Là, ça n'arrête pas. Bravo Alain, bravo. À Denis. Regardez bien où vous mettez les pieds. Regarde bien où tu mets les pieds, où il y a les traces. Après avoir pris des précautions, Pas sur les tout le pierres groupe, branlantes. ainsi que les femmes du village passent les obstacles. Et on les a vus tout bras en la route, peuvent tomber. Comme depuis ce matin, c'est le cas, il y en a énormément qui tombent. Donc il faut descendre, il faut passer un par un. Attention, il y a des pierres. C'est le retour sur Katmandou pour tout le groupe. Nous ramenons les enfants blessés.